Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du cours Éléments de systèmes robotisés. Ce cours est destiné en priorité aux étudiants de la licence en génie biomédical, mais il peut être consulté par toute personne intéressée par les systèmes robotisés, les robots ou l'électronique biomédicale. Ce premier chapitre s'intitule Généralités sur les systèmes robotisés ou Généralités sur les robots. Dans ce chapitre, on va d'abord parler des robots de façon générale. Par la suite, on donnera un aperçu de la robotique dans le milieu industriel. On verra alors les caractéristiques d'un robot, une classification possible des robots. On terminera par les éléments qui constituent un robot. Isaac Asimov est un auteur américain d'origine russe. Il a été très prolifique dans le domaine de la science-fiction. Il a publié beaucoup de livres sur les robots, sur l'espace. Dans un de ses livres, il énonce ces 3 lois de la robotique. Ces lois, en fait, sont des règles déontologiques pour le développement et l'usage des robots. La première loi, la loi 0, dit qu'un robot ne peut pas blesser un être humain ou par inaction permettre à un être humain de se blesser. En résumé, un robot ne doit jamais laisser un être humain se faire du mal ou faire du mal à un être humain. La deuxième loi dit qu'un robot doit obéir aux ordres que lui donnent les êtres humains, sauf dans les cas où de tels ordres seraient en conflit avec la première loi. C'est un ensemble de règles en couches. La couche fondamentale est la loi 0. Ainsi va venir la loi 1, va la loi 2 se superposer aux couches précédentes. Donc un robot doit obéir aux ordres que lui donnent les êtres humains, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la loi 0. Si un homme demande à un robot de blesser ou de faire du mal à un autre homme, le robot ne doit jamais lui obéir. La troisième loi, la loi 2, un robot doit protéger sa propre existence tant qu'elle n'est pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc si un robot va faire du mal à un être humain ou à un ensemble d'êtres humains et qu'un homme lui demande de s'autodétruire, le robot doit obéir. D'où vient le mot robot? Le mot robot apparaît pour la première fois dans les années 20-30 dans une pièce théâtrale de l'auteur tchèque Karel Čapek. Cette pièce s'intitule Rossum's Universal Robots. En fait, c'est une pièce théâtrale qui met en scène une compagnie qui fabrique des créatures humanoïdes, des robots qui ressemblent à des êtres humains, des sortes d'ouvriers infatigables qui obéissent à leur maître. Donc ces créatures sont appelées robots dans la pièce théâtrale. Ce mot est tiré du mot robota, qui est d'origine tchèque, qui signifie travail ou corvée, travail forcé, un travail qu'un homme n'aime pas forcément faire, un travail dur, un travail difficile et répétitif. Si on veut voir la définition linguistique du mot robot, le petit Larousse définit un robot comme étant un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, adaptable ou modifiable. Dans cette définition, on voit apparaître le mot automatique. Donc c'est un appareil qui doit agir et réagir sans l'intervention de l'homme. Il est capable de manipuler des objets, d'exécuter des opérations. Par la suite, on verra le terme tâche. Un robot exécute des tâches. Les opérations qu'un robot exécute, on les appelle des tâches. Il y a aussi la notion de programme. Un robot est programmable et un robot est adaptable ou modifiable. Il y a cette notion d'adaptabilité qu'on va voir en détail par la suite. Le petit Robert définit un robot comme étant un mécanisme automatique, toujours le mot automatique, à commande électronique. Là, les robots modernes sont à commande électronique, pouvant se substituer à l'homme pour effectuer certaines opérations. Donc toujours le fait de remplacer l'homme dans certaines tâches, capable d'en modifier de lui-même le cycle en appréhendant son environnement. Donc cette partie capable de modifier lui-même, c'est la notion d'adaptabilité. Un robot s'adapte aux tâches qu'on lui donne, il s'adapte aussi à son environnement. L'Encyclopædia Britannica définit un robot. A robot is
robot, any automatically operated machine that replaces human effort, though it may not resemble human beings in appearance or perform functions in a human-like manner. Donc là, un robot, toujours, est un appareil automatique. C'est une machine. Donc elle a tendance à remplacer l'effort humain. By extension, robotics is the engineering discipline dealing with the design, construction and operation of robots. La deuxième partie de cette définition concerne la robotique, qui est une science de l'ingénieur qui traite de la conception et de la fabrication et de la mise en marche des robots. Un bref historique de la robotique. Les premiers robots ont été utilisés dans le domaine industriel en tant que des robots de peinture dans les années 30-40. En fait, dans ces années, on voit commencer le boom de l'automobile, notamment avec Ford et les autres compagnies, principalement aux États-Unis, qui fabriquent des véhicules en chaîne. Donc là, pour accélérer la procédure et avoir des résultats de meilleure qualité, on a commencé à utiliser des robots. Là, vous voyez des maquettes du brevet d'invention. Donc c'est un petit bras qui est utilisé pour pulvériser de la peinture sur les différentes parties du véhicule. Alors maintenant, je vous laisse regarder cette vidéo qui parle d'une tortue. Dr. Gray Walter, a neurologist, who makes robots as a hobby. They are small, and he doesn't dress them up to look like men. He calls them tortoises, and so cunningly have their insides been designed that they respond to the stimuli of light and touch in a completely lifelike manner. Elsie, and she sees out of a photoelectric cell which rotates above her body. When light strikes the cell, driving and steering mechanism sends her hurrying towards it. And if she brushes against any object in her path, contacts are operated that turn the steering away, and so automatically she takes avoiding action. Mrs. Walter's pet is Elmer, Elsie's brother, in the darker vest. He works in exactly the same way. Dr. Walter says that his electronic toys work exactly as though they have a simple two-cell nervous system, and that with more cells they will be able to do many more tricks. Already Elsie has one up on Elmer. When her batteries begin to fail, she automatically runs home to her kennel for charging up, and in consequence can live a much gayer life. Voilà, donc on vient de voir la tortue de John Gray. C'était aux années 40, au début de la deuxième guerre, de Walter Gray, pardon, de la deuxième guerre mondiale. Donc là, l'électronique était quasiment inexistante. C'est un robot mobile qui réagit à la lumière avec une cellule photovoltaïque pour essayer d'éviter les obstacles. Un autre robot, là c'est un robot programmable par Georges Devol. On est à la fin, enfin, là on est en 54, donc c'est après la deuxième guerre mondiale. Mobile automaton designed by APL's Adaptive Machines Group with the immediate goal of surviving in the corridors of the Applied Physics Laboratory. Pardon, là c'est une autre vidéo. Là, on va voir la vidéo de Georges Devol. In the early 1950s,
Most Americans were captivated by imaginary robots. George DeVol was inventing the first real one. To try to get a normal businessman to understand a robot, you know, he thought you're talking about science fiction or something like that. A prolific inventor, DeVol had already introduced the world to the Phantom Doorman, the first automatic door. But his 1954 patent filing opened the door to what DeVol called universal automation, which led to the world's first industrial robot. The patent was the easy part. Finding a business partner seemed impossible until DeVol met entrepreneur Joe Engelberger. You know, talking about it, I said, gee, that sounds like a very good idea. I think the patent makes sense to me. The two men formed Unimation, the first robotics company, and in 1961 introduced the world to a new kind of worker. Automation's newest contribution to man. This jack-of-all-trades robot is called Unimate, and it handles dull, difficult, or dangerous jobs with equal aplomb. Weighing in at 2,000 pounds, Unimate's flexible mechanical arm was powered by hydraulics, its memory a large magnetic drum that enabled it to master dozens of different operations with its end effector, or robotic hand. The end effector is another word for tooling. Now, the tooling can get pretty sophisticated because some of the tooling has sensors built into the clamp, let's say, that will allow it to exert just so much pressure on something. Unimate could grip, weld, drill, and spray, but company executives were hesitant to commit, and workers initially afraid of losing their jobs. The robot had one thing advantage immediately, and that is the robot can work 3 shifts or work 24 hours a day. But eventually, executives saw the competitive advantage of robots, and workers found thousands of jobs in making them. Today, industrial robots perform millions of applications throughout the world. Once science fiction, George DeVol's vision is now the very essence of industrial and scientific fact. Donc là, on nous parle de ces deux personnes, Engelberger et donc, qui ont lancé cette première compagnie, Unimation, et qui ont fabriqué le premier robot qui a été réellement largement utilisé en industrie, Unimate. Là, on va parler d'un autre robot. This Mod 2 mobile automaton was designed by APL's Adaptive Machines Group with the immediate goal of surviving in the corridors of the automaton tested. Ce qu'on a appelé par la suite la bête de John Hopkins. This Mod 2 mobile automaton Donc là, on parle d'automaton, on ne parle pas de robot. with the immediate goal of surviving in the corridors of the Applied Physics Laboratory. Là, c'est des chercheurs en robotique, en physique, si vous voulez. Are packed 150 digital logic circuits, batteries, servo loops, and drive motors connected to 2 of the automaton's 4 wheels. The automaton survives by feeding or charging its batteries at wall plugs. Micro-switch sensors position the automaton's head so that 2 prongs can be inserted into the plug receptacle. This console can control and monitor automaton activity. 21 different operational modes, including sleep, feed, free, vibratory, and high and low speed are possible. Information is exchanged over an RF link. The automaton has been turned on, and sensing that its batteries are low, searches for a plug so it can feed. It feeds until its batteries are charged above a preset threshold level. The automaton has, in fact, 2 goals: to keep moving and to survive. Having just fed, it will keep moving without seeking a wall plug until its battery charge falls below the threshold value. Since the automaton must feed 4 minutes for every 1 it is free, the value is set to give the automaton a 6-minute free period. It can move 3 hours before its batteries run down. The automaton doesn't learn from its environment, but its circuitry enables it to react in an optimum way to environmental problems. Should the automaton become trapped by obstacles,
it automatically shifts to a vibratory mode, during which it radically alters its movement pattern in an effort to escape. Here, the automaton in the free mode passes by a wall plug. Although the automaton is not learning from its environment, its designers are learning from the automaton. They are finding ways to impose sophisticated behavior patterns on electronic circuitry that controls mechanical systems. The techniques being learned with this automaton may prove useful in designing machines to operate in remote areas, such as the bottom of the sea and planet surfaces. The Mod 2 mobile automaton is still under development. To its single probing arm are to be added ears and an eye. This circuit board is part of an acoustical system operating at 40 kilocycles that will enable the automaton to maneuver down the corridor without touching the wall. In operation, the system will transmit 2 side beams, measure return time of reflected energy like a radar, then turn the data into middle-of-the-road steering commands. The optical system will locate and identify wall plugs. Its half-inch Vidicon unit is designed to recognize rectangular objects with a height-to-width ratio of 1.6 to 1, the aspect ratio of the cover plate of a wall plug. As the automaton moves down the corridor, the eye looks out 45 degrees to the right toward the wall. When it sees some object, the optical system moves the automaton in for a closer look. Upon recognizing a cover plate, the system guides the automaton to the plug for feeding.